Le risque, c'est d'avoir une génération perdue. Quand vous regardez les études d'opinion qui sont faites, il y a un sondage IFOP qui date à peu près de 2021 qui nous explique qu'il y a 74% des Français musulmans de moins de 25 ans qui estiment que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République. Et quand vous regardez le même sondage, mais sur une population qui a plus de 25 ans, c'est uniquement 25% de la population qui tient le même propos. En population générale, c'est 23%. Donc vous avez une question spécifique sur la jeune génération qui ne s'inscrit plus dans le modèle républicain et qui est en rupture avec l'idéal de la République. Comment on peut l'expliquer? Moi, je vois trois éléments qui permettent en partie de l'expliquer. Une perte de sens, génération français musulmans ou pas musulmans, vous avez une perte de sens très forte dans la jeune génération. Et l'islam a apporté des certitudes que la République, que le modèle républicain n'était pas capable d'apporter. Ensuite, vous avez la question des réseaux sociaux, où depuis Daesh, les attentats, vous avez une libération de la parole. Et quand avant, vous portiez un propos qui était marginal, extrémisme, en fait, vous ne trouvez pas d'audience. Maintenant, n'importe quel propos, même marginalisé, trouvera via les réseaux sociaux sa petite communauté et son petit public. Donc finalement, vous avez une montée des propos radicaux qui ont pu se diffuser. Et dernier élément, c'est la question du recul de l'État, où finalement, c'est ce qui est expliqué par Gilles Kepel, quand l'État recule dans des quartiers ou dans des pays, parfois c'est même à l'échelle plus importante, et bien vous avez une substitution de l'autorité de l'État par l'autorité des grands frères et la loi des gangs. Je me tourne vers vous. Deux mots, Kevin Bossuet, avant qu'on rentre plus en détail dans ce que dit. Mais c'est la réalité. Je veux dire, il y a des thèmes qu'on n'arrive plus à enseigner dignement. Je pense à la Shoah, je pense à la La Shoah, il en parle aussi. Oui, Hein. bien C'est sûr. impossible, on peut pas. On peut. Mais Ah, c'est compliqué. Il faut rentrer dans une C'est le constat discussion. qui est dramatique, parce qu'en fait, ce qu'explique le professeur, c'est qu'en fait, vous n'avez pas la même école, vous n'avez pas accès aux mêmes cours. Si vous êtes scolarisé à Henri IV ou dans des quartiers difficiles, c'est-à-dire que le modèle de l'école républicaine, égalitaire et laïque, ben, il n'existe plus quasiment. C'est-à-dire que vous avez une vitesse à 2, 3, 4 vitesses, une école à plusieurs vitesses. Donc vous accélérez en plus les différences où vous avez de la reproduction sociale qui va devenir de plus en plus importante. Finalement, vous n'avez même pas accès aux mêmes enseignements que les autres élèves français sur le territoire. Et vous avez un cercle vicieux parce qu'il y a une autocensure des professeurs, parce que les professeurs, soit ils ne sont pas soutenus, soit ils ont peur de l'autorité. Les professeurs ont peur de l'autorité des parents sur les élèves. C'est-à-dire que maintenant, on a renversé le paradigme où dans l'école, le professeur a peur des parents. Donc on marche véritablement sur la tête. Et c'est tout, même sans aller dans les cas les plus extrêmes et les plus dramatiques de Samuel Paty, vous avez une autocensure qui se développe et qui est en train de saccager l'école publique, où finalement vous avez un système qui tient difficilement debout. Et je pense que Kevin Bossuet pourra en expliquer comment ça se passe. Justement, pour rebondir, je cite un exemple. Disons que je fais attention à ne pas provoquer. L'actualité s'avère complaisante. Très rapidement, oui, c'est l'enjeu, Aymeric Guisset. c'est celui de l'autorité. Je suis tout à fait d'accord. C'est comment on fait pour avoir finalement les lois de la République, la connaissance de la République qui s'imposent aux lois de l'islam, la charia et aux dérives islamiques. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, vous avez une concurrence en termes, notamment, ne serait-ce qu'en termes de connaissances. Est-ce que un élève qui estime que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République, est-ce qu'il va préférer l'enseignement et les connaissances du doute cartésien du système français, ou est-ce qu'il va dire la connaissance qui m'est transmise par l'islam est plus importante? Et vous allez avoir des problèmes sur l'enseignement des sciences, qui est quand même diamétralement opposé entre est-ce que c'est descendant venant de Dieu, la connaissance, la création du monde, ou est-ce qu'on est plutôt sur la doctrine scientifique, laïque, qu'on enseigne. Donc vous avez une question sur la connaissance, vous avez une question sur la démocratie. Vous avez un livre, L'islam en démocratie, de Philippe Dibaren, qui explique globalement que dans les pays de culture musulmane, vous avez la question de l'autorité qui est très forte. C'est-à-dire que vous avez une autorité, on ne remet pas en cause l'autorité. Alors que des pays occidentaux, on s'est principalement basé sur la culture du débat, du doute et de la remise en cause des opinions contraires. Est-ce que l'école aujourd'hui est capable de fournir cette autorité pour amener de la connaissance ou pas? La réponse actuellement, c'est qu'en mettant l'élève au centre du système éducatif plutôt que le professeur, il n'y a plus l'autorité verticale du professeur vers l'élève, et les élèves qui sont jeunes, perdus, préfèrent avoir l'autorité verticale des grands frères que de l'école. Dernier mot. Donc du coup, eh bien, toutes ces mesures de protection, elles existent, mais comme il n'y en a pas assez, elles ne peuvent pas être déployées partout, et du coup, les femmes en pâtissent. Aymeric Guisset. Oui, le sujet est assez complexe, que là, où il y a les moyens pour allouer aux femmes directement, mais aussi une question du logement. L'enjeu, c'est à la fois que les femmes puissent porter plainte rapidement et pris en charge, et après, vous avez aussi, comment on fait rapidement quand vous avez un signalement pour sortir la femme battue du logement de son compagnon pour la mettre en sécurité. Et on a un gros problème de logement. Il y a un problème en France de logement, il y a une crise de logement qui est énorme, et vous n'êtes pas capable aujourd'hui, quand vous avez un appel d'une femme qui vous dit je me fais battre, c'est compliqué, elle n'est pas certaine de pouvoir être mise à l'abri et sortie du logement de son compagnon. Donc c'est un enjeu qui est très complexe, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées, et ça prend du temps à chaque fois. Et en plus, pardonnez-moi, mais cette femme, elle ne part pas seule, elle a souvent des enfants. Il y a aussi avec des elle. enfants, et c'est pour ça que c'est très complexe. Après, si vous faites changer de logement, généralement, il faut aussi faire changer les écoles, les crèches. Donc c'est très très complexe, et ça nécessite un effort important et de la coordination au niveau des différents services de l'État pour apporter une réponse à tous les leviers. On va changer nos éleveurs français là. C'est une situation dramatique parce que c'est leur gagne-pain et que le quotidien des agriculteurs est difficile.
Et surtout, vous avez des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Vous avez les escrologistes qui, sous couvert d'idéologie, Vous refusent. les appelez comme ça, vous? Moi, je les appelle comme ça parce que ce qu'ils D'accord. proposent, rien ne Donc va. un nouveau mot dans le dictionnaire français, rien ne futur va, Larousse. rien D'accord. ne va dans On le bon note. sens. C'est-à-dire qu'on va lutter contre le dérèglement climatique, mais quand on propose des solutions techniques, justement pour que les agriculteurs puissent avoir de l'eau avec la question des bassines, pour qu'on puisse stocker de l'eau, que les bêtes puissent avoir à manger, avoir des forages, ben, ils vont aller les détruire, faire de la désobéissance civile, avoir des réponses qui sont quasi totalitaires. Donc moi, je pense que c'est surtout ça. Il y a un gros problème politique pour faire en sorte d'apporter les bonnes solutions, parce que les solutions techniques, on les connaît. Il y a une volonté politique, il faudra mettre des moyens, faire des grands plans d'infrastructure, d'investissement pour nous adapter au dérèglement climatique, mais il faut aussi régler la question politique, parce que si à chaque fois que vous faites un projet, vous avez trois énergumènes qui montent un collectif, qui détruisent tous les investissements, on s'en sortira pas, ça va coûter de l'argent en public et vous n'aurez pas de solution pour les agriculteurs. Kevin Bossuet. Oui, donc moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est la mauvaise image des agriculteurs qu'on véhicule dans les médias. Ce sont des gens qui... On ont leur donne un la parole sur CNews. Oui, Kevin Bossuet. évidemment. D'avoir ce C'est pas une pourcentage. question d'ego, c'est une question que vous avez 10 millions de pauvres en France et que vous avez des Français qui n'ont jamais été aussi pauvres depuis peut-être plus de 40 ans, et que quand vous regardez le PIB par habitant, il y a 40 ans, la France avait le PIB par habitant équivalent à celui de l'Allemagne et des États-Unis, et qu'aujourd'hui, un ouvrier français, il est 2 fois plus pauvre qu'un ouvrier américain, parce qu'on a connu un grand déclassement, que la situation économique, elle a été catastrophique. On n'a plus d'usines en France, vous avez un pays qui est fracturé. Vous avez l'excellent livre de Jérôme Fourquet qui explique que l'archipélisation est une forme de ghettoisation de la France. La réalité, c'est que les Français le voient, donc c'est normal qu'ils soient à 60% défaitistes et qu'ils pensent la France en déclin. D'autant que dire ça, c'est faire le bilan du passé, c'est pas redouter le futur. Mais quand vous regardez le futur, vous avez le retour du tragique en Europe, la guerre aux portes de l'Europe, vous avez un retour des conflictualités et des grands enjeux entre la Chine et les États-Unis. Et un été très compliqué. Et un été qui a été très compliqué sur de nombreux sujets. Quand vous regardez les grands enjeux de l'été, ce qui a marqué l'opinion, vous avez trois sujets qui ont marqué l'opinion des Français. Darmanin qui était sur tous les faits divers, mais qu'en fait, des faits divers qui sont transformés en faits de société parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes, et donc à une montée de l'insécurité qui est en train de pourrir la vie des Français. Vous avez les conséquences du réchauffement climatique où, pour la première fois, les Français ont vu que pour l'eau, ça allait être compliqué, que avoir des vagues de chaleur tous les 3 jours, c'était pas marrant. Et ensuite, vous avez la guerre en Ukraine qui a marqué l'opinion, où finalement, on s'en sort pas de ce conflit. Vous avez vendu que finalement, la Russie allait s'arrêter rapidement, que l'Ukraine ne serait pas envahie. Et on en est encore aujourd'hui toujours en guerre. On est passé d'une guerre de mouvement à une guerre d'usure. On est rentré dans le 7e mois. Et on ne sait pas quand est-ce que cela va se terminer. Je me tourne vers vous, Valéran Moulet et Berthaud. Vous êtes un jeune entrepreneur. Est-ce que rapidement... Pour réagir à ce que disait Kevin Bossuet, sur la question de l'éducation est fondamentale. Quand vous regardez la naissance et l'effondrement des civilisations et des empires, le premier indicateur qui vous dit que votre civilisation est sur le déclin et risque de disparaître, c'est l'effondrement du niveau éducatif. Parce que vous avez les premiers signaux avec 20 ans d'avance de ce que sera votre population et l'effectivité, la compétitivité de votre pays. Donc le critère le plus inquiétant, c'est celui de l'éducation. Et ensuite, il faut avoir le courage de dire la vérité aux Français. La réalité, c'est que la France est dans une situation de faillite sur le plan économique. Et il faudrait un choc de compétitivité très fort, vous travaillez plus, avoir un choc même psychologique, culturel, d'avoir arrêté avec l'égalitarisme et le nivellement par le bas pour avoir une ambition de nivellement par le haut. C'est pas parce que tout le monde ne peut pas atteindre les sommets qu'il faut empêcher les meilleurs d'atteindre les sommets. Et on a besoin de gens qui tirent le pays vers le haut. Il faudra travailler plus, ce sera dur, il faut le dire aux Français, ils en sont conscients, mais c'est pas perdu. Sandrine Pégan, très rapidement, parce qu'après je voudrais qu'on regarde justement un focus. À première vue, ce que pourrait aussi donner Quand vous regardez les études un peu en détail, le vrai clivage sociologique, c'est la question du diplôme, en fait. Et quand vous regardez les gens qui ont fait des études supérieures, qui ont plus qu'un bac plus 3, ils sont positifs, ils n'ont vécu que les côtés bienveillants et positifs de la mondialisation. Et en fait, c'est ce que les Français reprochent. C'est-à-dire que vous avez une pyramide éducative, vous avez une minorité de personnes qui font plus de bac plus 5 et qui finalement bénéficient de tous les avantages de la mondialisation et du nouveau système. Et c'est ce qui conduit à une forme de déconnexion et une sécession des élites. Et c'est cette France des start-up nations, des écoles privées, et qui n'est pas touchée en fait par l'immensité des problèmes auxquels les Français dans leur quotidien sont confrontés parce qu'ils sont protégés par la société du diplôme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que justement au sein de cette start-up nation qui parfois a un énorme focus autour de cette zone, on va dire, de la France, il y a énormément de gens très patriotes, énormément de gens qui veulent faire vivre la France et qui d'ailleurs font vivre la France, qui créent des centaines, voire des milliers d'emplois. Et ces gens-là, ils sont peut-être pas patriotes de la manière dont Éric Zemmour l'entend ou la manière dont Marine Le Pen l'entend, mais ils sont patriotes parce qu'ils aiment leur pays. D'ailleurs, la majorité d'entre eux se construisent en France, restent en France alors qu'ils s'exportent. La question n'est pas de savoir si vous êtes patriote ou pas, la question c'est de savoir si la France est en progrès ou en déclin. La question de fond ce matin, c'est ça. C'est pas savoir si vous êtes patriote ou pas. Des gens qui vous pouvez être patriote et penser que la France est en progrès, ou être patriote et penser que la France est en déclin. Ça n'a aucun rapport. Guisset a raison, la question de fond, c'est ça. Ça n'a aucun rapport. Déclin ou pas. Oui, mais eux se battent contre ce déclin-là et donc du coup pensent qu'elle... De montrer
je dirais, la maturité du Rassemblement national aujourd'hui. Il y a un enjeu Et de que, normalisation. effectivement, on a dit à Louis Alliot, voilà, Oui. vous candidatez, mais... Moi, je pense que ça ne réglera pas le problème du Front National qui est celui de la normalisation, de l'institutionnalisation. Vous avez un groupe à l'Assemblée nationale très fort, 89 députés, qui est un peu le bout du chemin réalisé par Marine Le Pen depuis 10 ans pour essayer de normaliser le Front National et de ne plus se détacher de cette étiquette d'extrême droite. En termes de propos, de propositions, Marine Le Pen essaie de faire de moins en moins de propositions qu'on peut, d'un point de vue de sciences politiques, rapprocher de l'extrême droite. Le problème, c'est dans les pratiques. Dans les pratiques du parti, en fait, vous avez une forme de népotisme où c'est uniquement des postes entre les membres d'une même famille qui se les donnent plus ou moins via des élections, on ne sait pas trop comment. Ça a changé quand même. Oui, mais regardez, Louis Alliot est l'ancien conjoint de Marine Le Pen et Jordan Bardella était en relation avec la nièce de Marine Le Pen. Donc d'un point de vue démocratique. C'est ce que j'évoquais pour introduire ce sujet, si je puis Voilà, permettre. donc bon, il n'y aura pas une perte de contrôle par la famille Le Pen du Rassemblement national. Non, et puis Marine Le Pen est bien présente à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen est en fait la vraie patronne, c'est elle, vu qu'elle a le groupe à l'Assemblée nationale. Et donc la question, c'est est-ce que véritablement Marine Le Pen réussira à détacher l'étiquette extrême droite qui l'empêche de gagner toutes les élections présidentielles, on l'a vu 2 fois, alors que la démocratie interne de son parti reprend et garde tous les codes des partis d'extrême droite. Et c'est là où il y a une contradiction entre l'objectif recherché et la pratique de leur parti politique. Sandrine Pégrand. Oui, mais c'est là où je vous rejoins tout à l'heure. Et oui, Guisset, en 2 mots, parce qu'on va partir en pause. C'est un enjeu de civilisation. On a au cours de l'histoire un exemple d'une civilisation qui s'est effondrée à cause de la pratique des stupéfiants, c'est la Chine avec les guerres de l'opium et la diversification de l'opium. Moi, je trouve que c'est un enjeu majeur de santé publique et de sécurité, parce qu'avec les trafics, vous avez aussi l'insécurité qui va avec. Et si on ne veut pas que notre civilisation s'effondre, il faut lutter de manière proactive face aux différents trafics. Merci beaucoup. Il y a un enjeu de souveraineté très fort, c'est le nouveau terrain de jeu de la délinquance, soit de la petite délinquance pour faire des ransomware et avoir un enjeu financier, mais aussi en termes de guerre hybride, vous avez des États comme la Russie, comme la Corée du Nord, qui ont développé un arsenal de cyberattaques très important, et c'est le nouveau terrain de jeu pour déstabiliser des États. Moi, je me souviens, il y avait eu le grand débat sur Pegasus, où finalement, ça peut aussi être une arme géopolitique. Donc c'est un nouveau terrain de jeu, ça fait partie de la 4e dimension de la sécurité et de la défense. Il faut investir massivement parce que c'est l'enjeu du 21e siècle. Il sera aussi sur le cyberespace et c'est là-dessus où la France ne doit pas prendre de retard. Alors j'ai souhaité qu'on ait un Kevin, Aymeric, 2 mots sur ce sujet. Souvent, la première faille, c'est pas tant le système de cybersécurité qu'on a mis en place, mais c'est l'humain qui est la porte d'entrée dans le système et qui fait s'effondrer toute l'architecture complexe qu'on a pu mettre en place. Donc il y a un enjeu énorme de sensibilisation. Ça a été fait maintenant avec les nouvelles générations. Il faudra aussi vraisemblablement le faire sur les lieux de travail pour éviter que ce soit les employés eux-mêmes, sans avoir l'intention de le commettre, mais qui fassent en sorte que le délinquant rentre dans le système de sécurité de son lieu de travail. Oui, En fait, sur le tourisme. Et la question du tourisme de masse, c'est comment on fait pour valoriser toute la diversité des territoires et des paysages qu'on a en France qui sont merveilleux pour que chaque région réussisse à le valoriser, à avoir des retombées économiques là-dessus. Et après, vous avez la question ce qu'on appelle le tourisme haut de gamme, qui est corrélé, et si on veut que la France rayonne, avoir du tourisme haut de gamme, à la sécurité des métropoles, d'avoir des villes qui soient propres, pas avoir des touristes qui sont pris pour cible. Je me rappelle, l'été dernier, vous aviez des bus, des bus chinois, et en fait, qui se faisaient attaquer, qui étaient pris pour cible par les délinquants parce qu'on disait qu'il y avait de l'argent et tous les stéréotypes qu'on peut imaginer. Si on veut avoir du tourisme haut de gamme, que la France rayonne, notamment au moment des JO, parce que le monde va regarder la France en 2024 et même en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, il faut régler ce problème de délinquance et de sécurité et de propreté dans les villes, parce que c'est l'image de la France et le rayonnement de la France à l'échelle du monde dont il est question. Très rapidement, en 2 mots, Valérand et Exactement, ce que Sandrine. je voulais dire, c'est qu'en fait, il va y avoir un